Donc ces sous-espaces vectoriels, comme je vous l'ai dit un petit peu en préambule grâce à l'une de vos questions, un sous-espace vectoriel, c'est simplement une partie d'un espace vectoriel qui est lui-même un espace vectoriel. Mais on a une définition plus précise qui va nous permettre de caractériser plus facilement les espaces vectoriels. Donc si on prend E un espace vectoriel sur R, muni, alors non pas de sa loi interne, mais de sa loi interne et de sa loi externe, donc il nous faut deux lois forcément, eh bien, je considère une partie de cet espace vectoriel non vide, puisqu'on a dit que les espaces vectoriels ne devaient pas être vides, et un sous-espace vectoriel, évidemment, notre objectif, ça sera de dire qu'il est un espace vectoriel lui-même, donc il ne faut pas qu'il soit vide. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E, et on utilisera souvent l'abréviation SEV pour sous-espace vectoriel, si F est stable pour les deux lois. Alors, vous remarquez qu'il y a quand même une autre condition qui ne fait pas partie de ces deux-là, hein, c'est celle-là qui sera importante. Donc en fait, il y a quatre conditions. F doit être inclus dans E, F doit être vide, non vide, et il doit être stable pour les deux lois, c'est-à-dire que si je prends deux éléments U et V de F, et non pas de E, alors leur somme doit être dans F. Donc F est stable pour la loi de composition interne, qui est l'addition. Et F doit être aussi stable pour la loi de composition externe, c'est-à-dire que si je prends un réel lambda, un vecteur U dans F, alors lambda U est aussi dans F. Bon, vous remarquez qu'ici, je n'ai pas noté le point entre les deux. On peut le noter, on peut ne pas le noter. Donc voilà ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel. Il y a plusieurs propositions qui vont nous aider pour la suite. Proposition 13, j'ai un espace vectoriel qui s'appelle E, j'ai un sous-espace vectoriel. Alors, l'élément neutre, mais vous voyez que c'est l'élément neutre de l'espace vectoriel E, il est forcément dans F. Dès lors qu'un espace vérifie les deux conditions qui sont au-dessus, un sous-espace, je devrais dire, ça serait plus rigoureux, vérifie les deux conditions qui sont au-dessus, c'est-à-dire ces deux-là, plus évidemment celle-là, alors obligatoirement, l'élément neutre pour l'addition, le vecteur nul, est forcément dans cet ensemble F. Un petit exercice qui va aller assez vite. Parmi ces deux espaces, quels sont ceux qui sont des sous-espaces vectoriels, quels sont ceux qui n'en sont pas? Eh bien ici, si j'appelle E M21 de R, eh bien le vecteur nul de l'ensemble E, c'est la matrice, le vecteur colonne 0, 0. Et est-ce que ce vecteur nul est dans F? 0 plus 0, ça fait 0, vous le savez depuis longtemps, ça ne fait pas 1. Donc le vecteur nul n'est pas dans F. Je vais faire ça mieux. Donc la réponse est non. Maintenant, il va falloir réfléchir à pourquoi est-ce que G est un sous-espace vectoriel de M de 1 de R. Donc pour cet ensemble G, G est clairement inclus dans M de 1 de R, puisque c'est dans sa définition. Pour être un élément de G, il faut être dans M de 1 de R. Donc G ici est inclus dans M de 1 de R. Est-ce que G est non vide? Il me suffit de trouver un élément qui est dans G. Évidemment, cet élément qui va être dedans, quand je dois démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, j'ai tout intérêt à montrer que le vecteur nul est dedans. Le vecteur nul, ici 0 plus 0, ça fait bien 0. Le vecteur nul, il est dans G. Donc j'ai déjà mes deux premières conditions qui sont réunies. Maintenant, il faut que je prenne deux éléments de G et que je montre que leur somme est dans G. Donc si je prends, j'écris un peu partout, j'aurais dû laisser un peu de place pour faire l'exercice, mais j'y ai pas pensé. Donc soit U, que je vais noter x1, y1 appartenant à G, et V, que je vais noter x2, y2 appartenant à G.
U plus V, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x1 plus x2, y1 plus y2. Est-ce que c'est dans G ou pas? Pour le savoir, il faut que je calcule x1 plus x2 plus y1 plus y2. Qu'est-ce que ça vaut ça? Ça vaut x1 plus y1 plus x2 plus y2. Je réordonne tout simplement ma somme. Ça vaut 0. Pourquoi? Parce que U est dans G. Et ça vaut 0 aussi. C'est x2 plus y2 parce que U est dans G. Pardon, pas U cette fois, mais V. Donc, U plus V est dans G. Maintenant, il faut que je regarde lambda U. Lambda U, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lambda x1, lambda y1. Et il faut que je regarde la somme. Lambda x1 plus lambda y1, ça vaut lambda facteur de x1 plus y1. Et ça vaut 0, puisque U est dans G. Donc ça vaut 0. Moralité, lambda U est dans V. Et dans G. Donc G est stable pour l'addition et pour la multiplication par un réel. Donc G est un sous-espace vectoriel. De M21 de R. C'est pas très difficile, il faut vérifier deux choses. On va simplifier un petit peu ça dans la proposition 15. Proposition 15, soit E un espace vectoriel, F une partie non vide de E. Donc là-dedans, on dit à la fois que F est inclus dans E et que F est différent de l'ensemble vide. Eh bien, pour que F soit un sous-espace vectoriel de E, on a deux conditions possibles. Soit on a, pour tout lambda mu appartenant à R carré, pour tout UV appartenant à F carré, lambda F plus mu V appartient à F. En d'autres termes, toute combinaison linéaire de vecteurs de F est dans F. Vous remarquez que là, j'ai un si et seulement si. Ce qui veut dire que si on a cette condition-là, alors F est un sous-espace vectoriel de E. Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors on a cette condition-là. Et ici, j'ai une deuxième condition qui ressemble à la première, mais qui va être plus simple. Ici, là-dedans, vous avez, pour tout U et V appartenant à F carré, lambda U plus V. Vous voyez qu'il n'y a pas le mu. Mais ça fonctionne quand même. Que je mette pour tout mu ici ou pas, ça revient au même. Si j'ai lambda U plus V appartient à F avec UV dans F et lambda appartenant à R, ça me suffit pour caractériser le fait d'avoir un sous-espace vectoriel. Donc plutôt que de vérifier la stabilité pour l'addition et pour la multiplication par un réel, je peux me contenter de vérifier que lambda U plus V est forcément dans F à partir du moment où U et V le sont, ou alors, dans certains cas, on fera lambda U plus mu V, mais c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, en remarque, la deuxième caractérisation, elle est encore plus simple, puisqu'elle me fait intervenir un paramètre en moins. Une petite démonstration que je ne vais pas lire intégralement, que je vais me contenter de commenter. Dans cette démonstration, donc, vous voyez qu'il y a deux parties. Il faut que je montre que F est un sous-espace vectoriel si et seulement si, eh bien, on a cette condition qui est vérifiée. Et puis, je devrais faire la même chose dans la deuxième partie. C'est pour ça que la démonstration ici, elle est en deux parties. Vous avez d'un côté le sens direct, et ici, la réciproque. On suppose que F est un sous-espace vectoriel. On montre que lambda U plus mu V appartient à F. Ça se fait assez facilement. Des histoires de stabilité, tout simplement. Le contraire, vous remarquez que c'est un petit peu plus long, il y a 4 lignes. Je pars cette fois de ça comme hypothèse. Pour tout lambda mu appartenant à R carré, pour tout UV appartenant à F, lambda U plus mu V appartient à F. Et je dois démontrer que F est un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire que je dois démontrer que F est stable pour l'addition et F est stable pour la multiplication par un réel. Et comme cette propriété ici, elle est vraie pour tous les couples lambda et mu,
je peux choisir le couple que je veux quand ça m'arrange. Donc je peux choisir le couple 1-1. Si c'est vrai pour tous les lambda mu, c'est vrai en particulier pour le couple 1-1. Ce qui veut dire que, d'après ma proposition qui est ici, une fois U plus une fois V, qui vaut U plus V, doit être dans F. Et donc ça me donne la stabilité pour l'addition. Ensuite, la propriété qui est vraie, qui est ici, elle est vraie pour n'importe quel lambda, mais un mu en particulier. Et je peux choisir mu égale 0. Et donc ce qui fait que, comme lambda U plus mu V doit être dans F, si je choisis mu égale 0, 0 multiplié par V, ça sera le vecteur nul, et le vecteur lambda U plus le vecteur nul, ça sera le vecteur lambda U, donc lambda U. Et lambda U est dans F, puisqu'on a dit que lambda U plus mu V devait être dedans. Et donc, on a ici stabilité pour la multiplication par un réel. Et d'après la définition, on a bien un sous-espace vectoriel. Donc avec des arguments simples, qui sont liés finalement essentiellement au quantificateur. Ici, j'ai un pour tout, donc c'est-à-dire que cette chose que j'ai écrite doit fonctionner pour n'importe quel lambda, n'importe quel mu. Soit j'en choisis certains en particulier, les deux, c'est ici ce que j'ai fait, j'ai choisi le couple 1-1, soit il y en a un que je choisis, l'autre que je laisse quelconque, soit je peux choisir comme je veux. C'est tout l'intérêt du quantificateur ici pour tout. La deuxième, c'est la même chose exactement, sauf que ici, comme j'ai pas de mu, je peux pas le choisir égal à 0, donc il y a un petit artifice pour que ça fonctionne qui vous est proposé en dessous. Je vous laisserai lire si vous le souhaitez la démonstration, mais c'est dans le même genre. Je m'arrange, je choisis des valeurs de lambda et de mu qui vont bien pour obtenir le résultat qui m'intéresse. Passons à la méthode 16, et ensuite il y aura un petit exercice d'application. Comment est-ce qu'on montre qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel? Eh bien, on montre d'abord l'inclusion. Comme on l'a vu précédemment, la plupart du temps, c'est vraiment trivial, c'est évident, c'est dans la définition même de l'ensemble. Dans la deuxième partie, on montre que le vecteur nul de l'ensemble E est aussi dans F. Ça, c'est ce que l'on fait 99% du temps, ce qui nous permet de dire que l'ensemble est non vide. Et comme un sous-espace vectoriel doit obligatoirement comporter le vecteur nul, on sait que celui-là, il doit forcément être dedans. Et si jamais il n'est pas dedans, on pourra s'arrêter là parce que ça ne sera pas un sous-espace vectoriel. Et ensuite, en utilisant l'une des deux caractérisations précédentes, mais je vous conseille la deuxième qui, la plupart du temps, vous donne quand même un petit peu moins de calcul, eh bien, on montre la stabilité en utilisant cette combinaison linéaire. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire l'exercice 17, un exercice d'application.